Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission dans Première Intention, celle du 12 mars. Je suis en présence d'Aurélien Bayard à ma droite, toujours là, toujours vivant, toujours debout. Et en effet, toujours vivant, toujours debout, mais c'est pas moi la plus belle des surprises aujourd'hui. C'est vrai parce que la plus belle des surprises, c'est le retour à ma gauche de Dridi qui fait son retour au sein de l'émission, un retour en force en plus, là l'actualité est parfaite pourtant. Hola chicos. Hola chicos. Évidemment au programme aujourd'hui les deux petites news par rapport à quelques réformes qui risquent d'arriver dans le football européen et mondial dans les jours, semaines et mois à venir. Ensuite les news extraordinaires avec Aurélien. On va directement passer à un débrief de ce qui s'est passé cette semaine en Ligue des Champions parce que on n'est pas sans savoir qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel encore une fois avec le Paris Saint-Germain notamment, et on va se poser la question, est-ce que c'est le fiasco de trop pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Ensuite on va repasser vite fait en revue ce qui s'est passé dans les autres matchs de Ligue des Champions, les matchs d'Europa League et de Conference League pour les clubs français, avant de passer au match à voir du week-end. Et là on va plutôt se concentrer sur les matchs finalement de la semaine prochaine de Ligue des Champions, les derniers huitièmes de finale, faire une petite preview des quatre huitièmes de finale qui restent, avec Manchester United Villarreal Manchester United contre Atlético Madrid qui a encore plein de suspense, mais aussi Villarreal Juventus où le résultat n'est pas du tout fait à l'avance notamment pour ces deux rencontres. Et on finira avec un quiz spécialement fait pour cette émission, je n'en dis pas plus, mais ça risque d'être plutôt cool. On commence donc avec les news. Des news qui vont être placées sous le signe des réformes, parce que c'est quand même vachement cool les réformes. Sauf celle des retraites. J'ai enlevé les mots de la bouche de Dridi. Et on commence par une information qui a été révélée par le Daily Mail. L'UEFA voudrait relancer l'Euro à 32 équipes à l'horizon 2028. Il faut rappeler que le championnat d'Europe était passé à 24 équipes en 2016, ce qui avait profité notamment pour la victoire du Portugal. Un élargissement donc qui aurait évidemment des effets économiques sur la compétition, mais aussi au détriment à coup sûr du spectacle. Donc là, on a vraiment l'impression qu'entre la Super League et ses réformes, le football va quand même un peu dans le mauvais sens, quoi. Alors, tu veux commencer? comme tu veux. Vas-y. Alors oui et non, ça va dans... Parce qu'après, il ne faut pas non plus, on va dire, dénigrer les petites équipes, on ne sait jamais, parce que forcément, hein, quand tu invites plus de la moitié de ta confédération, 58%. Voilà, 58%, donc, plus de la moitié de ta confédération dans dans une compétition internationale, il y en a quand même qui ont... tu sens que le niveau va être chancelant, mais on peut toujours avoir des surprises. Hein. Si on regarde la Hongrie en 2020, la Macédoine du Nord, c'était pas non plus dégueulasse. C'était pas non plus dégueulasse. Ça permettrait aussi à des nations comme le Luxembourg qui sont sur des pentes ascendantes depuis plus de 10 ans et qui travaillent pour normalement intégrer l'euro à 24 directement. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus, où il y a des belles générations. Maintenant, comme on l'a dit, il y a quand même ce chiffre de 58% de la Confédération européenne qui participerait. Mine de rien, une compétition, ça doit être... Il y a un côté élitiste, et inviter tout le monde, ça s'appelle des qualifications... Oui, ça perd un peu du coup de prestige pour ces championnats d'Europe. Bon, et aussi, est-ce que c'est pas un mal pour un bien, et ça permettrait par exemple d'oublier cette fameuse règle du meilleur troisième qui était un petit peu décriée pour les derniers championnats d'Europe. Ça changerait rien pour les joueurs, ça leur rajoute pas de match en plus, c'est juste que ça permet d'avoir finalement une compétition plus cohérente avec deux premiers qualifiés finalement. Maintenant, 32 équipes sur 55 équipes européennes qui peuvent participer à l'Euro, effectivement on a complètement oublié le côté élitiste, évidemment que c'est pour des raisons économiques, c'est aussi pour éviter la catastrophe italienne, ou des choses comme ça qui sont arrivées, alors certes en Coupe du Monde, mais c'est pour la rendre encore plus impossible. Et c'est pour être sûr que vraiment il y ait vraiment toutes les grosses nations qui participent. Pour être sûr que tout le monde soit là. Concrètement là, avec 32 équipes, je suis pas sûr que même un Portugal très très mauvais puisse faire... parce qu'ils ont l'habitude en plus de jouer des barrages très compliqués, donc là je suis sûr qu'ils pourraient y aller tranquille, passer tranquillement. Maintenant, le format de compétition serait plus cohérent, et quitte à y aller, autant y aller, quoi. Mais moi j'étais favorable à ce qu'on soit à 16 équipes. À partir du moment où tu mets 24, 32, t'auras ce sera un peu plus cohérent, quoi. Oui, mais au niveau du format de la compétition, et puis au pire, hein, ça fera des... alors je sais pas combien de matchs ça fera en plus. Faudrait calculer. Ça fera 3 matchs.
3 matchs en plus. Bah, Non, ça non, sera un groupe. ouais, mais ça sera un comme une Coupe du groupe. Monde en fait concrètement. Ouais, mais un Ah, groupe, le c'est quoi? Un groupe. groupe, c'est quoi? Il y a combien de matchs dans un même groupe? Il y en a 3, mais. Ah oui, 3 à 6. 3 x 3, 9. 9, donc 18 matchs, 18 rencontres en plus, donc ça sera 18 rencontres. Bah, parce qu'il y aurait 2 groupes. Non, t'as 12 matchs par groupe. Oui, pardon. Oui, Bah oui, mais t'as si on 12 a 9 matchs, matchs. Non, t'as 3 journées. T'as 3 journées. Oh là là. Oui, mais à chaque fois, il y a 4 équipes qui s'affrontent. Il y a 4 ça, matchs par journée, il y a 3 journées, 4 x 3. Bah, On s'en fout, mais. ça fait qu'il y a 2. Bref, ça ferait Oh, plus. les nuls en maths. Ouais, non, parce que c'est assez compliqué en fait. J'ai eu 9 au bac, moi, je. Je t'ai pas mieux. J'ai eu 13 et j'étais Ah, ouais, en ouais. maths. C'est toi la honte. C'est dans la. Donc bon, enfin bref, ça ferait plus de matchs moyens moins même, pour rien du tout finalement, si ce n'est pour l'argent. T'as 6 journées, mais t'as 2 matchs par journée. Oh là là. Non, mais non, pas 6. Mais non. T'as 3 journées. T'as 3 journées et 2 matchs à chaque fois. Bah oui. Le premier contre le deuxième, le troisième contre le quatrième. Oui, donc oui. 6. 3 x 2, 6. Ouais, mais bon, bref. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est 18, mais. Oh là là. Bref. Bref, c'est une émission de football, c'est pas pour rien. On va faire Voilà. une émission sur les maths. Hein, Donc ça rajoute, Mais bon, ça nivellerait le niveau par le bas. Voilà. concrètement. je vais dans le sens de Deli, c'est qu'on sait que c'est fait. Cette réforme serait là pour avoir plus de matchs. Qui dit plus de matchs dit droit TV plus conséquent, dit droit TV plus conséquent, dit que l'UEFA va encore se gaver. Maintenant, on gagne. Et puis ils en ont besoin en ce moment. Hein. Ouais. Parce qu'ils ont perdu un gros sponsor. Ouais. Oui, c'est vrai que finalement, tu sens que le. Peut-être besoin de sous là-dessus Un peu. pour l'UEFA. Et on va passer à la deuxième news, et c'est une autre institution du football qui va être réformée, c'est le Ballon d'Or. Souvent la cible de nombreuses critiques, notamment avec le Ballon d'Or obtenu par Lionel Messi l'année dernière. La plus prestigieuse des distinctions individuelles va faire un peu peau neuve. Ce qui change concrètement, c'est que les joueurs seront évalués sur la saison complète et non plus l'année civile. La Coupe du Monde 2022 au Qatar ne sera donc pas comptabilisée pour le prochain Ballon d'Or. Mais pour l'autre. Mais pour l'autre, pour le prochain Ballon d'Or, évidemment, Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, qui dessert le Ballon d'Or, a ensuite annoncé Merci d'avoir mis un peu maniaque sur les côtés de Rizzi. A ensuite annoncé les nouveaux critères sportifs déterminants pour l'accession à la liste des nommés. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants seront le critère numéro 1. L'aspect collectif, les trophées remportés, la classe du joueur et son sens du fair play seront désormais considérés comme des critères secondaires. Donc là, on va encore un peu plus dans l'individualisation du Ballon d'Or pour les performances individuelles. Oui, mais enfin, même. À la limite, je crois qu'ils ont supprimé un critère, c'est la carrière du joueur. Oui. Oui, ils sont supprimés. Ça a été supprimé parce qu'ils ont vu la saison de Messi, je pense. Et la saison de Ronaldo. Un peu moins quand même, mais oui aussi, évidemment, sans doute. Mais le palmarès comptera toujours. Enfin, la perf individuelle et le palmarès compteront toujours. De toute façon, ça reste un trophée Parce que individuel. si concrètement, je sais pas moi, Lewandowski met, allez, je dis n'importe quoi, 33 buts, mais qui gagne le triplé, et qu'Mbappé en met 72, mais qui gagne le championnat de France, bon bah Lewandowski sera devant, enfin normalement. Oui, mais il devrait ça serait ridicule de le donner à Mbappé, même si Mbappé est extraordinaire. Messi 2013 ou quand il met 96 buts. Mais 92 buts, c'est en 2012, je crois. Mais oui, mais de mémoire, il gagne la Coupe du Roi. Je crois pas qu'il gagne le championnat d'Espagne. Non, je crois que il finit deuxième derrière un Real record. Il fait une demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, il a quand même des standards assez élevés. Iniesta, qui est le buteur héroïque de la finale. 2012 non, pas 2013. Non, mais il fait le meilleur joueur de l'Euro. 2012, meilleur joueur de l'Euro, effectivement, Iniesta, pardon, et qui fait de mort, il est décisif, il fait une passe d'Est, non, pour Jordi Alba Spagna. Oui, en finale, oui, voilà. il fait une passe d'Est. Il sort de sa pire saison en carrière avec le FC Barcelone parce qu'il est blessé, et donc à la limite, même ce ballon d'or-là, qu'on dit contestable, pour moi, ne l'est pas tant que ça. Parce qu'il est juste énorme. Et aussi, pour les journalistes, tu as juste les 100 premiers pays au classement FIFA qui vont pouvoir. Il y a les journalistes de ces pays qui vont pouvoir voter, donc ça pourra éviter quelques aberrations, notamment. Parce que je crois que c'est celui du Sri Lanka. Je l'ai noté, le Sri Lanka, c'était assez fou. Il me semble avoir lu un truc sur le journaliste du Sri Lanka, c'est qu'en fait, il n'est pas spécialiste foot. D'accord. Voilà. Donc il a fait au pif. Donc c'était Hafiz Marikar qui notamment en 2017 avait mis Bonucci en premier, en 2018 Eden Hazard en premier, et en 2019 Trent Alexander-Arnold. Oui, et il avait mis Griezmann en troisième position. Griezmann en troisième, Aubameyang en deuxième. Alors qu'en 2019 doit être une des pires saisons d'Antoine Griezmann. Oui, il y a moyen. Oui, mais il a dû voir sur une pub de Première Ligue, il s'est dit. Falcao en troisième en 2017. Enfin, là, donc ça permettra peut-être d'éviter des quelques petites aberrations. Et puis aussi, pour faire la liste des 30, de mémoire, il y aura le jury de France Football et je crois que c'est ouvert parce qu'il y aura Didier Drogba aussi. Et je crois qu'il y aura aussi un journaliste
Oui. Le journaliste qui s'y connaît le plus. Non, qui s'est le moins trompé par rapport au quintet, parce que 5, Ouais, c'est... au quintet de la semaine dernière. Par exemple, je crois que un journaliste néo-zélandais, dans son quintet, il a donné les 5 premiers, qui sont avérés les 5 premiers vraiment. Ça, c'est un mélange de loto, le Donc, le quintet, non, parce ça. qu'ils estiment qu'il a eu la meilleure expertise. Oui. Bon, je sais pas comment Beaucoup de bol peut-être. Oui, voilà. Ah, bon. Bah, après c'est un truc de proba, hein, mine de rien. T'as le bon sur le premier, t'as le bon sur le deuxième. Sur le troisième, le quatrième et le cinquième, c'est que tu commences... Oui. Normalement, tu regardes le foot, donc. Oui, après, Ouais, ouais. après, bon, il y a certains qui ont contesté. Bon, ouais. De toute façon, ce sera toujours contesté, Oui. quoi qu'il arrive pour le Ballon d'Or, il y a Après, toujours des critiques sur les critères. Réserver ça aux 100 premières nations mondiales, peut-être que ça va forcer aussi à quelques nations à essayer de grappiller des places pour que les journalistes... Ouais, non, Ah, ça peut... Après, ce qui est sûr, c'est que ça va faire beaucoup de mal aux joueurs de première ligue. Parce que la première ligue était clairement. Tu faisais 20 buts, 10 passes en première ligue, même si bon, l'aboutissement collectif, même si tu n'étais pas un très grand Peut-être même joueur. que Chris Wood avait des... Quand tu vois concrètement, s'il y a les 100 premières nations, Mohamed Salah, je crois qu'il arrive 7ème là, cette année au Ballon d'Or, l'an dernier, Peut-être, même. hein. Jamais il arrive 7ème. Donc voilà, des changements à venir pour le Ballon d'Or, mais aussi pour l'Euro. Donc, À noter juste avec les nouveaux critères que. Étant donné comment c'est parti, parce que Liverpool, je crois qu'ils ont 6 points de retard sur City. Oui. C'est un candidat à la victoire finale en Ligue des Champions. Sadio Mané gagne la CAN. En plus, avec un petit truc plutôt sympa, tir au but, où ça te met un peu de suspense face à l'Égypte de Mohamed Salah, donc tu as ton storytelling mondial, quoi. Bien placé. c'est vrai que Le deuxième ballon d'or africain pour... Ah, possiblement ça après serait Georges merveilleux. Weah en 96. 95 ou 96? C'est quand Moi, ça a c'est- été ouvert. À tout, c'est quand ça a été ouvert au monde Moi, entier. c'est que- 96. Donc de toute façon, voilà. Donc peut-être Sadio Mané qui se positionne comme un sérieux prétendant au Ballon d'Or. 2022, c'est donc terminé pour les news, pour l'émission d'aujourd'hui. On va tout de suite partir pour les news extraordinaires avec Aurélien. Les news extraordinaires, Aurélien, nous allons t'écouter sagement. C'est parti. Ouais, et comme quoi, hein, c'est tellement mieux quand c'est toi qui me lance. Allez, je ne suis pas encore caché sur une planète désertique avec des inquisiteurs à mes trousses, et surtout, mon ancien apprenti, que je ne dois pas combattre avant une dizaine d'années, ne veut pas ma peau. Pour ces raisons, voici 3 nouvelles news extraordinaires. Et commençons par une belle histoire, voire une très belle, celle de Chris Edgard. À 7 ans, les médecins lui diagnostiquent un cancer du foie et il est obligé d'être soigné à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. En 2010, il reçoit la visite de Sacha Chestan, international américain passé par Anderlecht et surtout sociétaire du LA Galaxy. Alors celui-ci lui offre son maillot pour lui donner du courage. Et bien 12 ans plus tard, le bambin a bien grandi, se porte bien et surtout joue pour le Charlotte FC, une des nouvelles franchises de la MLS cette saison. Et bien dimanche, les deux hommes se sont retrouvés une nouvelle fois rencontrés et cette fois-ci c'est Egart qui a échangé sa tunique avec le joueur d'origine serbe. La boucle est bouclée. De retour dans le Bel Paese, à la Sampdoria précisément, depuis le mercato hivernal, Sebastian Giovinco a enfin fait son retour sur les pelouses de Serie A après 7 ans d'absence. La Formica Atomica a remplacé Stefano Sensi face à l'Udinese, ce qui a donné lieu à une statistique intéressante. Les deux hommes n'étant pas connus pour culminer à des hauteurs faramineuses, ils ont donné lieu à un changement de 331 cm, presque un record de petitesse en Serie A. En effet, la meilleure performance reste celle de Papu Gomez, 1m76, et Maxi Morales, 1m60, dans un match entre la Juventus et l'Atalanta en 2015. La somme la taille des deux hommes était alors de 327 cm. Tu vois que t'es pas si mauvais en maths. Et comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Hein. Et pour finir, quoi de mieux que de donner des nouvelles d'un ancien de Ligue 1, Abdoulwahid Sissoko, frère de l'ancien parisien formé à la JOCR Momo Sissoko, va découvrir son 9e club ainsi que son 3e continent. Le franco-malien, qui a notamment joué à Brest et Akhisar-Sport, vient de s'engager avec l'Atlético Ottawa, club affilié au Matelassier, ce qui rend le nom moins ridicule que par exemple Atlético Marseille. Par exemple, allez maintenant à l'assaut de la Canadian League Tabernacle. La petite balle perdue pour Atlético Marseille. Ça ne s'appelle plus Atlético Marseille. C'est vrai, oui. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Maintenant, je crois qu'il a retrouvé un peu Marseille contre cela. Ouais, c'est ça. Donc merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On passe tout de suite au débat. Est-ce que c'est le fiasco de trop pour le Paris Saint-Germain ? Et oui, les démons ne disparaissent jamais vraiment. Le PSG a souvent Si, Drillier de retour.
J'étais parti et là. La preuve que je dis c'est pas. Oui, Eh oui, Dridi en est la preuve. Les démons ne disparaissent jamais vraiment. Le PSG a souvent été raillé, moqué, pointé du doigt pour ses différentes contre-performances en Ligue des Champions. Dembaba, le 3-5-2 de Laurent Blanc, l'impuissance face au Real Madrid de Cristiano Ronaldo, la remontada évidemment, ou encore l'élimination face au U20 de Manchester United. Bref, les démons ont frappé à de nombreuses reprises au Paris Saint-Germain. Ces 2 dernières années, les Parisiens ont su vaincre ces fameux démons. Finale en 2020, 2000 l'année passée en sortant le Barça puis le Bayern. Bref, ces démons étaient cachés sous le lit doré du Paris Saint-Germain. On les pensait toujours cachés après le match aller face au Real Madrid, grâce à l'inévitable Kylian Mbappé et grâce aussi à un match globalement maîtrisé. On les pensait encore et toujours cachés après le but en première mi-temps de Kylian Mbappé, encore lui, puis de nulle part. Ils reviennent sous la forme d'une relance foireuse de Gigi Donnarumma. À partir de ce moment, plus rien n'y fait. La machine parisienne est enrayée, l'impuissance est saisissante. Karim Benzema pour le doubler, puis sur l'engagement, 20 secondes plus tard, Kabenouévé voit triple sur une magnifique passe décisive de Marquinhos. Pourtant l'un des seuls irréprochables vaccinés face à ces démons qui, une fois de plus, ont décimé l'âme des joueurs, de l'équipe, d'une ville. Messieurs, est-ce que c'est le fiasco de trop pour le Paris Saint-Germain qui avait pourtant paru vacciné face à ces démons? C'est quand même... Comme quoi, hein, une triple dose. Là, c'est double dose du coup, malheureusement. C'est un peu différent. Il manquait la 3e dose. Bon, Dridi... Il avait raison, Véran. C'est Del Frécy. C'est asymptomatique. Non. Donc déjà Dridi, comment est-ce que tu as vécu ce match? Est-ce que vraiment tu pouvais t'avais un petit coin de ta tête, tu te pensais que PSG pouvait se faire comme ça avoir par le Real Madrid, mais est-ce que après à la mi-temps, tu te disais que ce scénario était quand même faisable ou pas? Ah oui, parce que déjà le but à l'extérieur, cette règle-là n'existe plus, donc à partir de ce moment-là, tu te dis qu'un but, encore une fois, un but marqué, c'est l'un des mystères du foot, a des effets fantastiques sur l'équipe qui marque et dévastateurs sur l'équipe qui encaisse. Et face au PSG, ces effets dévastateurs sont multipliés par 10 du fait que, faut le dire concrètement, t'as pas de leader. Marquinhos est un capitaine, mais un capitaine par défaut. On l'a souvent dit de Thiago Silva, mais Marquinhos... Oui, mais il est là. Marquinhos, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est capitaine. Depuis le départ de Thiago Silva. Depuis le départ de Thiago Silva. Oui, mais. Et il a toujours été quasiment. Non, mais par exemple, ce serait peut-être un peu un capitaine à la manière d'un Hugo Lloris. C'est-à-dire. Oui, et encore, sur les performances, il est. Il a toujours été il est irréprochable. Non, mais alors, irréprochable. Sur ce match, c'est clairement non. Mais lors de la remontada, c'est déjà clairement non, parce que c'est l'un des pires. Face à Manchester United, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, quoi que ce soit en tout cas, difficilement. C'est l'un des derniers, quoi. Derrière Thilo Kehrer, Buffon et éventuellement d'autres, Draxler et d'autres. Donc oui, mais cette année, il fait pas une bonne saison. Marquinhos, je le trouve pas très serein. À la relance, il a beaucoup de mal. Il a énormément de mal, on l'a vu d'ailleurs. Face au Real où ça a été criant, notamment en première période où il fait cette talonnade qu'on comprend pas trop. C'est vrai que la première mi-temps c'était quoi, 15e, 20e minute, où tu te dis oui, c'est bizarre quand même. C'est pas son genre. Maintenant, quand tu prends l'eau, généralement t'attends de ce genre de joueurs expérimentés quand même qui te sortent la tête de l'eau justement. Mais le problème c'est qu'en face t'as quand même une équipe aussi qui sait faire avec certains leaders au bon poste. Je pense à Alaba en défense, Modric au milieu, Benzema en pointe, clairement. Tu as aussi une défaillance physique du PSG parce que je trouve qu'à la 60e minute de jeu, même un peu avant le but, ça commence à se sentir. Neymar physiquement a décliné, Messi physiquement a décliné. À la décharge de Mauricio Pochettino, pour une fois, j'ai envie de te dire qu'il n'y avait pas pléthore de choix sur le banc, si ce n'est Di Maria. Mais quand il l'a fait rentrer, il s'est claqué au bout de 3-4 minutes. Donc, c'est ce qu'on avait dit, parce que dans le pré-live avant le match de PSG Real Madrid, on avait parlé de la différence de banc et que ça aurait pu être un facteur. Sur le match. En plus, toi, un joueur qu'on n'avait pas du tout évoqué, je pense au Real Madrid, c'est un Luka Jovic, s'il fallait. Je trouve qu'il fait une meilleure saison. Il fait une meilleure saison cette année que par rapport aux précédentes, où même il avait été reprêté à l'Eintracht Francfort. Et si Benzema n'avait pas trouvé, on va dire, oui, mais l'OL c'est là maintenant. Le 4. Oui, aussi. Donc, à la limite, pour poser entre Rodrigo gauche, Luka Jovic. Très bonne rentrée de Rodrigo gauche, notamment. Aussi, oui, bien sûr. Mais, et Camavinga. Mais là où ça s'est joué, c'est lors des changements d'Ancelotti, où tu vois que clairement, quand il fait rentrer Camavinga et Rodrigo, ça
ça change un peu le c'est quelque chose visage de l'équipe. Il était souvent critiqué pour ça cette saison. Rodrigo amène de la percussion. Toni Kroos c'est un fantôme aussi du fait de sa blessure, mais pas complètement, hein, parce que Toni Kroos. C'est toujours ça, c'est que pas le pire. Toni Kroos toujours un régal. Oui, mais quand il s'agit de mettre du rythme, c'est plus compliqué. Kamavinga, il est rentré avec toute son insouciance et son talent, et ça a clairement fait la différence. Et puis aussi, l'entrée cataclysmique de Gueye n'a aidé en rien, évidemment. Maintenant, encore une fois, c'est aussi une défaillance mentale. Alors, sans doute, évidemment, parce qu'à 1-1, t'es qualifié. À 2-1, si tu vas en prolongation, l'euphorie de la spirale infernale, c'est un peu atténué, donc tu peux compter dessus. Mais t'es aussi sur la ligne de ta saison, quoi. Où t'as souffert face à toutes les équipes de Ligue 1. Donc est-ce que quand tu surtout face que au Real, il y avait quelques éléments inquiétants, la défaite contre Nantes, la défaite contre Nice. Oui, mais on voyait que le PSG n'était pas dans une dynamique. Ils n'étaient pas dans une dynamique, certes, mais la saison, toute la saison, elle est mauvaise. Et toute la saison, finalement, ce que tu vois face à Madrid, c'est un Neymar qui, sur 2-3 coups d'éclat peut briller. Mais que 95% du temps qui. Avec beaucoup de déchets, pas en rythme. Donc c'est Neymar de a la perdu saison. quasiment toutes ses qualités de dribbleur. Le Lionel Messi que tu vois, c'est un Lionel Messi assez juste, mais qui, dans le dernier coup de rein, tu le sens beaucoup moins bien, parce qu'il fait son âge. Et puis tu sens Mbappé qui marche sur l'eau. Donc t'as l'illustration de ta saison qui te torpille la tête. Sans la réussite cette fois-ci, parce que malheureusement, il y a eu le hors-jeu de Nuno Mendes qui ne joue à rien, le hors-jeu beaucoup plus flagrant de Mbappé où il élimine Courtois. T'as ta saison qui se retranscrit sur 20-30 minutes où tu craques, où quand tu es en difficulté, tu sens que les joueurs commencent à perdre un peu leurs repères, à perdre un peu leurs nerfs. Je pense quand le PSG concède le premier but, il y a une belle séquence de possession du PSG qui dure. Qui doit durer 1 minute 20, je pense, parce qu'ils se font 40-50 passes à peu près. Et c'est très bien. Mais quand tu vois sur le deuxième but, que Modric fait une percée de 70 mètres et qu'il a Neymar et Gueye derrière lui. Alors que c'est pas connu pour être le mec le plus rapide. Mais même au-delà de ça, si t'as Hakimi qui te fait cette même percée, mais par exemple, je sais pas si tu te souviens, à un moment, Hakimi fait une percée, il revient vers son côté et il y a vraiment gros danger. Nacho Fernandez, il lui met une béquille, et il tombe. Oui, mais à un moment donné, ça se joue à ce genre de détail. C'est un peu le manque d'engagement et d'intensité qu'on a vu au match aller concrètement. Pour le coup, le PSG par rapport à ce qu'a fait au PSG, pour le coup, le PSG avait imposé ça, mais c'est ton manque de vice. Quand t'es dans la tourmente, que tu vois que Vinicius, tu vois qui fait un sacré match, tu sais qu'il va être lancé en profondeur, hein, si Modric réussit son coup. Que tu vois ton match de ton capitaine Marquinhos, tu arrêtes Modric. Mais encore une fois, si jamais un joueur du PSG avant... Bon, alors je vais pas dire Verratti, parce que Verratti... Mais si un joueur comme Gueye s'était faufilé, par exemple, elle va tenter une percée, mais il serait fait arracher le maillot, il serait mangé un petit coup, il y aurait eu faute. Alors carton jaune certes, mais il aurait été arrêté. Mais par exemple, pourquoi ça s'est arrivé cette année, alors que l'année dernière, tu as 2 matchs qui sont à peu près du même calibre contre le Barça, contre le Bayern. Pourquoi ça arrive cette année comme ça? Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'encore une fois, il faut se rappeler que le Barça au retour... Oui, c'est pour ça, mais il s'est passé quand même. Et contre le Bayern, oui, c'est la même chose. Là, pourquoi la pièce a tourné? Ça se dit. Pourquoi la table a tourné? Elle est tombée du bon côté, la pièce. Elle est tombée du bon côté. Mais elle est tombée du bon côté la saison dernière, notamment face à Barcelone. Parce que je vais te rappeler que Messi, il rate un penalty avant la mi-temps. Oui. S'il y a 2-1, c'est une leçon de football. Hein. Oui, le retour pour le Barça, oui. Mais aussi, honnêtement, il faut dire ce qu'il est, ils doivent aussi la qualification. Alors, à Keylor Navas, certes, face au Barça, mais face à Parade. Non, ça c'est face au Bayern. Mais face au FC Barcelone, il y a un homme qui a joué dans cette qualification, c'est Ousmane Dembélé. Hein. Parce que si c'était Vinicius, le Vinicius de cette saison, notamment qui est beaucoup plus à droite devant le but, qui était à la place d'Ousmane Dembélé l'an dernier, Ousmane Dembélé il a fait 5 occasions concrètes. 5 occasions concrètes, il a fait n'importe quoi. Et après derrière t'as le pénalty de Messi, donc t'as aussi ça. T'as aussi Navas qui te permet de sortir encore vivant et encore. Mais c'était aussi l'objectif de l'arrivée de Gigi Donnarumma, c'est que d'essayer de remplacer. Surtout Lionel Messi, quoi. Parce que Gigi Donnarumma, il est. Fait juste pour rester sur le poste de gardien, du coup, par rapport à Keylor Navas. Là, après Gigi Donnarumma, il reste encore très jeune, évidemment. Oui, mais c'est un coup, c'est une opportunité, quoi. T'as un des meilleurs gardiens du monde qui est gratuit. T'as Navas qui, sur la fin de saison,
n'a pas été bon. Il y a eu beaucoup de blessures, notamment à la cuisse à cause de ses dégagements, à cause de son jeu au pied. Et cette saison, Keylor Navas n'est pas exceptionnel. Non, ouais, alors là, je trouve que la concurrence a dû l'achever définitivement, mentalement. Ouais, mais bon, en fait, si tu regardes, c'est que cette concurrence, normalement, en essayant d'avoir 2 gardiens numéro 1 bis, numéro 1 bis, finalement tu te retrouves avec un numéro 2 et numéro 2 bis, quoi. C'est en termes de niveau, quoi. Oui, mais quand tu vois Donnarumma titulaire au retour et que tu le vois à l'aller, quand tu vois Donnarumma titulaire au retour. Normal. Oui, mais tu dis normal, mais c'est vrai qu'il y a une stat édifiante, c'est le tampon, c'est la certification, c'est l'officialisation, il y a une hiérarchie claire. Et c'est sur ce match qu'ils se trompent. Non, mais c'est ballot. Et ce qui est ballot aussi, c'est qu'il y avait une certaine... Il y avait une petite stat, c'est que le Real, quand ils font 3... comment ça s'appelle alors 3 Ligues des Champions, Navas est dans les buts. Quand il y a Courtois qui arrive, ils sont éliminés en 8ème, je crois. Et contre l'Ajax, ils perdent en 8ème en 2018. Non, c'est en 2018, ils perdent. 2019, oui, ils gagnent en plus au Liverpool en finale. En 2019, ils perdent contre l'Ajax en 8ème. Et le PSG avec Navas, ils font finale, demi-finale. Et quand ils mettent plus Navas titulaire, ils sont aussi éliminés en 8ème. C'est vrai. Après ça, c'est le destin ou réel impact sur le terrain. Donc l'an prochain, le PSG est éliminé en demi-finale. Ce serait mieux. Après le départ de Navas. Mais aussi, ce match a révélé énormément de problèmes qu'il y a au sein du club, notamment les phrases qu'il y a d'après-match avec Nasser et Leonardo. Mais est-ce que vraiment, je sais que du coup, tu pointes aussi comme un mauvais directeur sportif, est-ce que Leonardo, c'est aussi la situation du club en ce moment, c'est la faute aussi de Leonardo? Il y a plus, tu peux pas, quand tu regardes l'effectif du PSG, malheureusement, quand tu vois les postes qui manquent, par exemple le récupérateur, le fameux récupérateur, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que Thiago Motta, depuis qu'il a pris sa retraite il y a 7-8 ans, il a pris sa retraite en 2017, 2018 peut-être 2016, 2017. Non, 2018. Parce qu'il a côtoyé Mbappé, donc 2018. Je pensais que c'était... Bon bref, depuis 2018 donc, depuis que Thiago Motta est parti, il n'y a toujours pas de vrai milieu récupérateur. Gana Gueye, c'était un box-to-box à Everton, que je ne dis pas de bêtises. Wijnaldum, c'est un relayeur aussi. Aussi de la grande énigme. Paredes. Wijnaldum, là pour le coup, on l'avait pas nu. Paredes, c'est... il a fait un bon match, mais c'est pas un box, c'est pas un récupérateur. Ouais, mais Paredes, c'est Antoine Henrique qui le ramène. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tiens. Et Gay, c'est Tourelle qui le veut. À la limite, Leonardo, ce qu'on pourrait lui reprocher, il a mis 72 millions d'euros sur Icardi alors que Tourelle n'en voulait pas. Oui, mais ça après c'est toutes les risques qu'il y a à l'intérieur du club. Donc, les 72 millions d'euros, il les a mis. Quand Icardi a lâché, quoi. C'est 50 avec les 22 millions de bonus, et je suis pas sûr qu'il y ait un bonus qui... Oui, mais je suis pas sûr qu'ils soient si inexploitables que ça, les bonus. Je pense qu'on va les raquer à un moment donné. Et Nuno Mendes, on lui a conseillé, donc c'est même pas lui. Ouais, on lui a conseillé. J'ai regardé en fait, parce qu'il travaille beaucoup d'agents italiens, ce serait pas... Et je regardais Nuno Mendes, c'est son agent, l'agent sportif, c'est l'agence de Bruno Fernandes. Et je me disais, tiens, bizarre en effet que Leonardo... Un bon conseil pour lui. C'est aussi ce dont on avait parlé, c'est le problème de la construction de l'effectif du Paris Saint-Germain, et ça se voit avec le banc, parce que aucune rentrée du PSG qui est bonne sur le retour. Quand il fait rentrer Draxler et les droits. Draxler, quand tu vois que sur l'action d'après de son prêt Draxler, il se prend une piquette de Vinicius où Draxler est déjà essoufflé. Mais Draxler, 10 secondes, c'est assez fou. On peut en revenir parce que c'est la direction sportive aussi. Mais la gestion des fins de contrat. Oui. Tu vois. Kurzawa, 4 ans. Bernat. Bernat qui 8 millions par an. Tu sais, il était déjà blessé. En 2024, c'est quand même long, hein, de saisons à se traîner. Neymar. Kurzawa, Draxler, Wijnaldum et Herrera. Encore au moins jusqu'à 2024. Kehrer, je pense que s'il a une bonne porte de sortie, il part. Parce que Kehrer, c'est un jeune joueur international allemand. Il a des qualités. Alors, je pense que mentalement, lui, d'ailleurs, il a été bon lors du début de saison. Mais bon, je trouve à la limite que c'est pas un si mauvais joueur que ça. Peut-être pas un grand joueur, mais pas un si mauvais joueur que ça. Et que c'est tout simplement pas le bon contexte, le PSG pour lui. Mais je pense qu'il va faire des belles choses dans un bon club d'Allemagne, bien. Mais maintenant. Genre Leverkusen.
Oui, bah, par exemple, un Bellingham, mais Sachant que Mitchell Comme Baker. Mitchell Baker. Non, mais Mitchell Baker, Mais- le pire, c'est que, à part ses bourdes en début de saison. mais en Mitchell Allemagne, Baker, il a été vendu pour 20 millions d'euros à Leverkusen. Oui, c'est grâce à Minorio là. Oui, mais encore une fois. Et De Ligt va pas arriver. Leverkusen. Il sortait d'une belle saison avec le PSG, enfin d'une saison aboutie avec le PSG où il avait pas trop fait de bourde, où tu pouvais. Il est devenu un Limiter la casse. international néerlandais. Bah, tu pouvais le vendre un peu plus peut-être que 7 millions d'euros. Mais c'est tout, c'est le Parce problème. que c'est entre le problème, c'est Baker les qu'on ventes, vend en et fait. le Baker que Leverkusen vend, il n'y a pas. Mais c'est le problème aussi, c'est les ventes parce qu'à part du coup, Bah oui, Mitchell mais- Baker, il n'y a aucun joueur qui est Les joueurs, parti. les joueurs sont très bien payés dans la plus belle ville du monde. Mais par exemple, on dit, pour Anderra, il part pas. Il est payé 10. J'ai une idée, mais. Non, mais non, au-delà de cette idée. Il est payé 10 millions d'euros par an. Il fait community manager du Non, club. non, attends. Il est payé 10 millions d'euros par an. Paris. C'est environ. Trophée assuré. Il est régulièrement titulaire. Mais il fait pas une mauvaise saison en plus en arrière. Début de saison. Ouais, Il fait un bon début de saison. Il est régulièrement. Si c'était pas encore en mousse, mais il ferait 30 matchs dans la saison. Et encore, vu que Verratti parfois se blesse, il est pas à l'abri de faire des gros matchs. Ben oui, tu pars pas. Peut-être Marco Verratti, l'un des seuls Je suis titulaire au PSG. Bah, je pars pas. Bah, d'ailleurs, Marco Verratti, peut-être l'un des seuls qui est vraiment irréprochable sur le match retour. Bah, Mbappé et Verratti. Mbappé Et Nuno Verratti. Mendes, avec Ouais. une Nuno sacrée Mendes. personnalité de Nuno Mendes. Ouais, Nuno Mendes, oui, ça. Mais aussi, bah, du coup, on parle de Nuno Mendes, mais on va aborder du coup le futur du PSG. Comment se relever de ça? Est-ce que c'est vraiment le fiasco de trop? Parce que là, Ce qui est sûr, c'est que. où aller, avec qui enlever, qui garder, c'est quand même ça va être un bordel monstre. Ce qui est sûr, c'est que t'as beaucoup trop de mauvais joueurs. Beaucoup trop de mauvais joueurs. Que t'as un joueur de trop entre Neymar et Messi. Parce que les deux ne. Les Pourquoi deux. pas les deux? Non, mais c'est pas qu'on voit pas les deux, c'est Bah, que. après, le problème, c'est que t'as Mbappé, Neymar et Messi qui sont bons. Bon. Bon. Aussi, ouais. Bah, C'est vrai que j'avais pas songé à ça. les deux sont devenus des joueurs interdépendants. Les deux, tu le vois bien, sont sur le déclin. Les deux n'y arrivent plus. Les deux ont besoin de vitesse autour d'eux. Et les deux n'ont pas le coffre suffisant pour défendre. Donc concrètement, Et ça s'est vu sur le match retour. Même si Messi, au début du match, Oui. ses retours défensifs étaient impressionnants. à partir de la 55e minute de jeu, et puis surtout, un truc qu'il va falloir faire pour le PSG qui va être drôle, c'est que la Coupe du Monde 2022 elle joue en hiver. Qu'a priori, c'est pas le Brésil et l'Argentine qui vont la gagner. Donc dans le meilleur des cas, t'en as un. Dans le meilleur des cas, t'auras Neymar qui va prendre sa retraite internationale sur un titre de champion du monde, ou Messi qui sera pas loin de la retraite et qui j'ai tout gagné hasta siempre. Voilà. Mais ouais, on a Argentina. Concrètement, ça c'est le meilleur des cas. Hein. Dans le pire des cas, ben, les deux se font torpiller au début de compète, en 8ème, en quart, et ils reviennent avec le moral en se disant oh je vais jamais gagner un je vais jamais gagner une Coupe du Monde, mon rêve pour l'autre. On va falloir se le traîner pour le reste de la saison. Mais là, non, vraiment, ça va être compliqué. Mais le plus facile à faire partir, c'est Messi. Mais je pense pas que tu fasses partir Lionel Messi. Ça serait tellement un désaveu au bout de la première saison de le faire partir. Et Neymar, alors Neymar... Bah, sans- Neymar, enfin, est-ce qu'on Tu viens va de revoir. le prolonger. Ouais, hein. ouais, mais- Tu non, vois le mais- problème, est-ce qu'on va revoir un jour une de ses meilleures versions de Neymar? Parce que là, Mais- ça fait mais- 2 ans Il a que. 30 ans. C'est depuis Final 8 que Neymar, bah après avec ses blessures, etc. évidemment, mais depuis Final 8. depuis qu'il est passé au crampon Puma. Ouais, mais C'est peut-être ça. mais justement, parce que la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que Neymar peut être bon autrement qu'avec un collectif très construit, mais vraiment très construit, avec des joueurs fiables à ses côtés, capables de fournir des efforts? La réponse, je pense, elle est très claire, c'est non. Est-ce que Lionel Messi peut être fort sans collectif construit autour de lui? Et concrètement, Puis à son âge. la réponse elle est claire, c'est non. Est-ce qu'entre Neymar et Messi, on a un de trop? La réponse elle est claire, c'est oui. Est-ce que Neymar, tu peux le déloger aussi facilement, sachant qu'il a un contrat jusqu'en 2025, qui peut pousser jusqu'en 2026, unilatéralement, à sa guise, avec 20 millions d'euros par an, je crois, pour la dernière année de contrat, autant te dire que
s'il peut-être en Chine, il retouchera ça, mais a priori, je pense pas. Mais surtout quel club aussi voudrait de Neymar. C'est la grande question. La MLS, lui il veut jouer en MLS. Ouais, il veut jouer en MLS, mais il veut de la. Il y a Atlanta United. Oui, mais il pourra jouer. La MLS, la MLS. Inter Miami. Non, mais la MLS pourrait y aller, mais il pourra d'abord prendre son chèque de 100 millions d'euros sur 5 ans avant d'aller à la MLS. À 34 ans, si Neymar vient à la MLS, il y aura toujours ses 400 millions de followers. Mais du coup, c'est. Neymar. Et puis surtout, Messi, tu ne pourras pas t'en déloger normalement, parce que ce serait un désaveu terrible. Tu mettrais un coup de pied au cul, pardon, mais au bout d'un an, c'est impossible. C'est vrai que son passage, ce sera c'est impossible. Terrible quand même pour. Parce que tout mine de rien, Messi, on en a fait des caisses à juste titre. Et ça serait un désaveu terrible pour l'image, et c'est un club aussi qui fonctionne sur l'image. Donc là, en fait, tes pieds et poings liés. Et il faut gérer aussi Mbappé. Parce oui, que ça on en a pas parlé, mais évidemment, Mbappé, bon, c'est un secret de polichinelle. C'est ça qui est terrible. Parce qu'il n'est pas signé son contrat juste après la défaite. C'est ça qui est terrible. Parce que comment pour la reconstruction, peut-être plus se baser sur les jeunes aussi. C'est ce dont j'allais parler juste après. Ne spoilez pas la fin de. C'est ça qui est le plus terrible avec Mbappé. On va parler de Mbappé là. Oui, Mbappé juste après du coup les solutions. Donc là, oui, Kylian Mbappé qui va s'en aller et comment combler le vide. Alors, qui va s'en aller. Honnêtement, j'en sais rien parce que je suis pas dans sa tête, mais sans doute, hein, peut-être. Enfin, aujourd'hui, la tendance, je pense, elle est plus à un départ qu'à un truc qui a une prolongation. Je pense, c'est mon avis, mais j'en sais rien. Mais Mbappé, enfin, le plus terrible pour le PSG, c'est que le Real est quand même ton rival parce que le PSG incarne la Ligue des Champions. Enfin, ton rival, entre guillemets. Oui. Et le Real incarne la Super League. Le Real a quand même fait une offre de 200 millions d'euros. Tu leur as dit non, t'as même pas regardé Pérez dans les yeux, tu as dit non. PSG Real, tu donnes la victoire, la qualif, et sans doute compte tenu de la manière dont tu es éliminé, ton meilleur joueur qui est le meilleur joueur du monde. Tu leur donnes comme ça. Non mais c'est vrai que c'est ce que. Enfin, il y a avec le Master Chiasse. C'est terrible. Pour aller vraiment. Et en plus, Florentino a une vidéo de Nasser où il pète un plomb. Elle est pas encore sortie. Il manque plus qu'il crée son compte Twitter avec la pastille officielle et qu'il la poste. Et pour la Chico, c'est. Non mais ça c'est vrai que tu vois, Dridi il soulève le truc, c'est que t'as le Real. Nasser Al-Khelaifi s'était posé en mode faites pas la Super League, donc mine de rien en anti-Real, le Real se fout presque de la gueule de l'UEFA en étant en Champions League et en plus en passant un tour de cette manière. Pour moi il chie à la gueule tout simplement même des supporters qui regardent, parce qu'en fait, entre guillemets les supporters qui regardent, parce que on joue en Ligue des Champions, mais on joue parce qu'on y est actuellement, mais on a un plan parallèle. Tu mets ça en plus face aux histoires assez louche, on va dire, du Real sur ses premières coupes des clubs champions. Lors des trois de suite, à chaque fois, tu as quand même des erreurs d'arbitrage contre le Bayern, le Juventus. Tu fais, bon, c'est louche. Donc, tu as ce club que je déteste, certes au plus haut point, mais qui incarne presque maintenant tout ce qu'on déteste dans le football moderne. Le Real a été fait grâce à la Ligue des Champions. Et là, une partie ils passent. Même pas avec la manière. Sur la manière, sur un quart d'heure. Sur un quart d'heure. Et et c'est comme s'il te chiait à la gueule quand même. Non, mais c'est ça qui m'a fait mal. Terrible. Parce que, franchement, personnellement, je ne suis pas non plus pour le PSG, mais j'ai la haine pour le PSG. Je me foutais régulièrement de la gueule du PSG quand j'étais plus jeune. Mais là, c'est surtout ce que cette défaite représente. C'est ça, c'est la représentation de la défaite. C'est bravo. Et en plus, s'il va encore plus loin. Kylian, si tu veux gagner des trophées sérieux. Pour le Real Madrid, juste avant de passer à la dernière question du coup pour ce débat Paris Saint-Germain, le Real Madrid, a priori, s'il tombe sur une équipe comme le Liverpool ou contre le Bayern, ça va être très compliqué pour le Real Madrid quand même. Tu vas être très clairement, ils sont partis pour être sur cette lancée, puisqu'ils sont sur cette lancée depuis le début de saison. Alors après, peut-être qu'il y aura un réveil grandiose et dans ce cas-là, on fera notre mea culpa, il n'y a pas de souci, en tout cas je le ferai. Mais ils sont partis pour nous faire une Barcelone 2017, quoi. Où tu t'es qualifié miraculeusement, tu rencontres un adversaire sérieux, il t'en colle 3. Au retour, tu refais ton même cirque, là, le monde impossible, 1% de chance.
0-0, salut. Terminé. Non, Ouais, mais en c'est- plus, ouais. c'est pas Mais, possible. Il tombe sur Manchester City. Oui, là, ça va. Remets Casemiro. Vas-y, pareil. Hein. mais comment, mais tu vois, tu parles du Bayern ou de Liverpool, c'est vrai que, encore une fois, c'est le banc, parce que l'équipe à construire, c'est pas Ils ont Diaz. Ouais, c'est ça, Liverpool. mais c'est ça, c'est que l'équipe à construire, elle n'est pas que chez les titulaires, elle est aussi chez les remplaçants. Tu vois, j'ai noté un petit peu le banc du Bayern, même si tu peux te foutre de la gueule, tu peux se moquer d'eux parce que tu as Choupo-Moting. Bounassar et Choupo-Moting, tu as quand même Leroy Sané, parce qu'il n'est pas toujours titulaire, tu as Jamal Musiala, qui est quand même Pas mal. bon, et c'est con, hein, mais un jeune défenseur anglais, Omar Richards, qui a fait quand même je crois 17 matchs Avec au le mois- Bayern. avec le Bayern, alors sûrement principalement des entrées, mais qui fait des bonnes performances. Bah, mine de rien, un Un petit jeune comme collectif ça. bien huilé. Ouais. Et Liverpool, bah, c'est vrai que moi j'avais oublié déjà maintenant Diego Jota ou Luis Diaz. Diogo, monsieur, Diogo. Diogo. Ibrahima Konaté, Origi, qui est pas. Qui fait une bonne saison. qui comme fait d'habitude. En comme- super sub, il est En toujours, super sub, il est toujours là. Et Minamino, en plus, parce que. Mais ça, ça fera une très belle transition, ça va être une très belle passe décisive. Plus les jeunes comme Harvey Elliott et Curtis Jones. Qui Et qui eux, explosent. pour le coup, ils sont dans. Enfin, le genre que tu cites, c'est un projet cohérent où l'entraîneur sait ce qu'il veut, il sait quel profil, il a ciblé, Bah, du coup, la ce qui va transition- rentrer dans son La dans son transition logiciel. est toute trouvée. Qu'est-ce que c'est quoi? Bon, chacun votre tour, d'abord Dridi, puis après Aurélien. Il monopolie le crachoir Non, depuis tout à l'heure. Bah, vas-y. Tu pourras. Bah non, parce que il s'est fait une passe D tout seul. Donc, du coup. Il a tapé le poteau, il a repris de la tête. Du coup, quelle solution pour le Paris Saint-Germain à l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour. Bon, très succinctement, parce que là, on a déjà passé beaucoup de temps sur PSG. Quelle solution pour PSG? Parce que là, on a l'impression que c'est encore une Mais impasse. que le PSG devienne un club avec un club de foot. Parce que c'est pas un club de foot aujourd'hui. En début de saison, on disait, je l'avais dit à l'extérieur, donc je l'avais dit sans doute ici, que le PSG, malgré sa constellation de stars, n'avait pas une équipe assez structurée pour gagner la Ligue des Champions et qu'au premier adversaire sérieux, ça devait sauter. Il se trouve qu'ils ont même pas eu ils ont On peut pas- le dire ça sérieux. sans adversaire sérieux, ça a sauté. Donc bon, donc là, ce qu'il faut clairement, c'est cibler des bons profils. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, En tant que directeur En sportif. tant que directeur pour sportif. redonner le pouvoir à ceux qui doivent l'avoir, à savoir pas aux joueurs, mais à un dirigeant ou à ton entraîneur hein, même, à la Ouais, limite. le dirigeant, faut pas que ça soit non plus à Nasser Al-Khelaifi. Voilà, bah, Oui. C'est parce qu'on n'a pas parlé de Donc, tous les, donc, faut toutes les aussi affaires aller- extrasportives de notre faut aussi, bah, pour le coup, Nasser Al-Khelaifi, je pense que bah, c'est un Qatari, donc a priori il veut toujours un Qatari à la tête du club, et à la limite, bon, c'est la loyauté, donc bon, c'est comme ça. Et à défaut de se faire parce qu'il était renforcé en plus vu qu'il avait son poste à l'ECA, mais à défaut, si à un moment donné il est condamné par la justice pour ses. Je crois qu'il a une affaire avec la. Les droits TV. Les droits télé Ouais, avec mais Bein et UEFA. il a la Suisse et il y a aussi le truc d'athlétisme aussi. de mémoire. Donc il y a deux. je crois. S'il se fait condamner, bon, bah, peut-être qu'il restera président comme ça, mais président d'honneur quoi, et il y aura un vice-président qui Di sera là. quoi. Stefano. Ouais, Et du coup, bah- Karl-Heinz, le. Bah si, Rummenigge. Non, Non. le président d'honneur qui justement fait un tour casse-prison. Oui, bah Hitzfeld. Non. Non, bah non, c'est une légende en plus du Oui, Bayern. mais oui. Oliver Non, Non. J'en sais rien. c'est une légende du Oui, Bayern. mais je C'est le un, vois en c'est un- plus. c'est un- c'est un- c'est un grand joueur. T'es sûr que c'est pas Rummenigge? C'est un grand joueur. Bon, Non, non, c'est ok, pas lui, c'est c'est l'autre. C'est celui qui fait des déclarations UBS sur le Oui, web, c'est quoi Non, je vais faire quelque chose. Pas du Non. tout. Il est mort du coup. Gerd Müller, il a fait une déclaration. Oui, c'est- Matthäus Non. Non, c'est. je sais pas. Bon, ouais, je le vois. je vais chercher. Je cherche. Ouais, au pire, parce que là, la passe était tout trouvée pour rien, parce que tout à l'heure, Dridi parle d'un projet cohérent et sérieux, et pour toi, ça devrait passer par la formation des jeunes, un peu comme ce que fait Liverpool. Bah oui, surtout qu'en fait, les jeunes, t'as quand même des profils intéressants. T'as le jeune Édouard Michu. T'as- Xavi Simons aussi. Alors, ça, je l'ai mis en bémol parce que on n'a pas trop évoqué, mais les fins de contrat peuvent être Oui. aussi problématiques parce que tu as Xavi Simons qui va être qui est en fin de contrat là, André Di Maria et, Ouais, je me rappelle, c'est pas- et tu as Alexandre Letellier aussi. Mais plus sérieusement, tu as aussi, puisqu'on parle des jeunes, tu as Ismaël Garbi qui est de mémoire pour les suiveurs du PSG et un même beau des potentiel. suiveurs. Des scouts qui regardent l'Île-de-France, c'est un des plus gros potentiels. Et tu as aussi
je mets un petit bémol, il a 17 ans, tu as Noël Lemina qui est pas mal non plus, et je crois qu'ils ont un latéral gauche. Bref, tu as ces joueurs en devenir où tu peux te servir d'eux, du moins pour la rotation à la limite. Pour la rotation, parce que bon, Curtis Jones et Harvey Elliott, ils sont vraiment utilisés pour ça. Et ils font la misère après à Leeds United, mais bon, Leeds United, ils se font prendre la misère par tout le monde. Mais parce que, alors pour moi, c'est important parce que, en fait, mine de rien, quand tu regardes les jeunes joueurs qui sont partis du PSG, même si on ne pouvait pas imaginer qu'ils atteignent le niveau, un niveau aussi conséquent, quand tu listes Kingsley Coman, Moussa Diaby et Christopher Nkunku, voire Yacine Adli, je suis sûr qu'il ne ferait pas tellement de tâches dans la rotation du PSG. Oui, mais c'est toujours pareil, il faut avoir un entraîneur qui peut mettre en place c'est ça. C'est peut-être ça la clé en fait pour le futur du Paris Saint-Germain. Oui, c'est un entraîneur qui arrive avec. mais avec Neymar, Mbappé, Messi ou Neymar, Mbappé, ou Neymar, Messi, c'est pas possible. Mais tu vois, on parle des entraîneurs. L'un des deux, alors que même quand ils sont en Italie, il y a une expression sur certains dirigeants italiens, parce qu'on en a connu genre Massimo Cellino et Feu Zamparini. On appelle ça des mangialenatori, donc des mange-entraîneurs, et parce que j'avais pris des notes. Le PSG avec Tuchel, avec alors, Emery, c'est vrai, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, alors normalement, ce truc-là, il est utilisé parce que Zamparini, je crois que c'était en 30 ans de règne à Palerme, il avait pris 35 entraîneurs, donc tu vois l'espérance de vie. Mais là, quand tu regardes, en fait, ce qui se passe au PSG, c'est qu'ils prennent des entraîneurs confirmés, par exemple Carlo Ancelotti, Unai Emery, des entraîneurs en devenir, Thomas Tuchel, les mecs ont gagné avant, ils gagnent pas pendant, ils gagnent après. Mais le pire, c'est qu'ils gagnent après. Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec Mauricio Pochettino. Le mec, il a fait finale de Champions League en déployant sur un coup de chance. Pochettino, c'est peut-être. Ou Pep Guardiola, il aura du siècle. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. On verra. Attention. Mais en tout cas, Pochettino, il a fait des bonnes choses avant, il n'arrive pas à faire maintenant. C'est pas qu'il n'arrive pas à faire, c'est qu'il a renoncé. Oui. Et là, comme Tourelle avant qu'il parte. Non, Tourelle l'a essayé pendant 6 mois, il s'est creusé le ménage, après il a relancé. Pochettino, il a essayé 2 matchs et il dit oh. C'est surtout ça, c'est que le PSG, c'est une grosse machine à laver, et par exemple l'Olympique de Marseille, c'est une. Il n'y a qu'à voir Sampaoli là. Ouais, le problème, c'est une machine à laver qui te met directement sur le programme essorage. Non, mais c'est vrai, ça te bute. C'est un club particulier. C'est vrai qu'on parle de l'organigramme, mais en fait, t'as tout, l'organigramme, la gestion des jeunes, la gestion de l'effectif, des contrats, machin. Enfin, après, pour moi, il y a quand même un mec qui peut sauver ce club, c'est Guardiola. Parce que si Guardiola arrive. Surtout qu'en plus, toi, on parle de Guardiola, mais quand Manchester City, ils veulent faire venir Pep Guardiola, ils ramènent Tichy Beristran là. Mais un an avant, voire un an et demi avant. Je crois que c'était bien 2-3 ans avant, parce que comme ça, on place tes potes, regarde, on t'aime. Et on place tes potes, on fait ton projet, on se dirige vers toi, et après quand tu viens, welcome. Et c'est peut-être pour ça que j'ai laissé Dridi parler pendant 10 minutes sur le match. C'est Lyonnais, le dirigeant. Ah oui, et comme malheureusement j'ai pas Canal+, et ni RMC, enfin je sais plus sur quelle chaîne il était. Voilà, donc moi malheureusement je n'ai pas vu le PSG, j'ai vu Manchester City Sporting. Oui, je me suis fait bien chier, mais c'est pas ça, parce que en fait j'ai pu voir aussi des choses intéressantes, notamment avec les jeunes que lance Manchester City, et c'est ça aussi, c'est que en fait avec ces clubs nouveaux riches, t'as l'impression qu'ils veulent du strass et des paillettes, comme par exemple ramener Messi et Neymar, mais quand tu regardes... on en a parlé pendant tout le truc. Et Ramos, 0 match de Champions League, mais ça c'est autre chose. Quand tu regardes que maintenant, même Manchester City commence à sortir des jeunes comme Phil Foden, là, le jeune qui a remplacé Kyle Walker, je l'ai trouvé plus qu'intéressant, et ils en ont fait rentrer un autre un moment à la 70e minute. Mais c'est pas le même projet. Non, mais c'est un projet de nouveau riche. Manchester City a compris. Le mot de la fin, parce que là ça fait 40 minutes qu'on est sur le PSG. Une demi-heure, je pense. Une demi-heure, 40 minutes. Donc voilà, le mot de la fin, du coup, on est sur. Combien ? Yes, il reste 10 minutes, mais bon, on va juste tracer un petit peu pour la suite. Donc voilà, surtout que le PSG peut... la Ligue des Champions, on va parler très rapidement, mais surtout que le PSG peut s'appuyer sur... la Ligue de France est souvent pointée du doigt comme le bassin où il y a le plus de potentiel dans le football, avec tous les joueurs qui sont sortis.
Donc, à équivalence avec Sao Paulo, je ouais, avec Sao Paulo. Oui, mais donc, Sao Paulo maintenant. oui, bon, c'est plus compliqué, mais voilà, Ça le fait PSG, longtemps que le PSG peut s'appuyer sur ça. Et bon, alors on attend de voir ce que la future réserve pour le PSG. Comment est-ce qu'on va être surpris encore une fois, on attend de voir ça. Donc voilà, terminé pour cette page PSG. Pour les autres matchs qu'il y a eu du coup cette semaine, Liverpool a eu chaud contre l'Inter, mais ils ont eu bien de la chance que le pauvre Alexis Sanchez a pris un rouge après le magnifique but de Lautaro Martinez. Le Bayern qui a eu beaucoup de mal à l'aller. Et ben au retour ça a fini en 7-1. Les mecs de Bayern Bâle en 2012-2013. Ouais, là c'était compliqué. Et Porto aussi, il y avait eu. Oui, bah, Oui, de toute mais là, façon, le c'était, Bayern, si on commence à faire la liste de toutes les équipes qui ont fumé, on a pu Il y finir. a eu le Barça. Et le Barça. Et City qui a été tranquille, 0-0. Ah bah, Pas j'ai vu le forcé. match. Tranquille. Tranquille. On va passer maintenant à l'Europa League et la Conférence League aussi très rapidement pour les clubs français. Très belle performance de Lyon qui arrive à gagner 1-0 à Porto. Ils ont quand même eu la chance parce que le but c'est de Paqueta. Non, c'est de Mariga, non c'est pas Mariga, c'est Mbemba, je crois, qui marque à la dernière minute pour Ah Porto, oui. qui est refusé, donc victoire 1-0 sur un but de Paqueta. Sachant que Paqueta, le but était refusé pour hors-jeu à la base. Oui, à la base, et qu'il a été accepté. Donc, Il y a eu un bon arbitrage globalement. ouais, donc, contrairement, on va parler d'un autre match du coup de Europa League où l'arbitrage était un peu plus questionnable, mais du coup Lyon qui fait une très belle performance et qui devra assurer au stade. Parc OL, pardon, Parc OL. Groupama Stadium Groupama Stadium, Ouais. Parc OL, Groupama Stadium. Comme vous voulez. Comme vous voulez, on appellera Jean-Michel pour voir le vraiment. Du coup, par contre, Olympique de Marseille qui gagne aussi son match 2-1, mais qui quand même qui prend un but à la 84e, 85e de Sébastien Lopez Esposito, prêté par l'Inter, qui a un gros Et potentiel. qui aurait dû plier ce match bien avant. Ouais, qui aurait plié ce match Ouais, bien c'est ça, avant, ouais, tape 2 ou 3 fois les poteaux, Guendouzi tape le poteau, je crois. Payet aussi. Payet, enfin voilà. Donc, Et Payet rate une occasion, je crois que c'est juste avant le 1-0, il rate une occasion, je sais plus qui fait le centre, mais il veut mettre demi-volée plat du pied et ça va dans le petit filet. ouais, donc 2 victoires pour les Olympiques, mais il y avait un troisième club français dans cette Europa League, c'est Monaco qui Monaco qui s'est bien fait piéger par Braga, 2-0. Bon, à part d'une remontada à Louis II, là ça va être très compliqué pour l'ASM face à Braga. Après, le problème de l'ASM, c'est qu'ils se sont fait cueillir d'entrée et ça les a un peu butés parce que après. On verra comment c'est pas top le match, après, est-ce que c'est pas un sacrifice pour finir peut-être dans les places qualificatives en Ligue des Champions en Ligue 1, ce qui est possible. Ça c'est piégeux ça. Ça c'est piégeux, mais bon, c'est un all-in. On parlait de Neymar, c'est le tapis. Pour finir cette page européenne, la Conférence League. Pourquoi j'ai parlé de Marseille en Europa League en fait c'est la Conférence League. C'est pour ça que j'ai parlé de Rennes. Oui, donc du coup on passe à la Conférence League. Le seul, il est Rennes malheureusement qui a perdu. Aussi sont fait cueillir. Qui a perdu 2-0 face à Leicester. Parce que là c'est un match que j'ai vu. Rennes, tu sens vraiment que ils ont fait une très bonne entame de match. Ils auraient pu bénéficier d'un péno. Alors j'ai regardé, pour moi il n'y avait pas péno. Oui, mais dans l'absurdité générale, tu vois. Il y avait un très bon côté gauche, Truffert, Doku. Alors là, franchement, de toute façon, cette année, c'est encore de. Donc ça fait quand même encore un latéral gauche potentiel pour l'équipe de France. Si ils arrêtent de faire les conneries et latéraux. Après, attention, alors je fais la petite blague parce que Truffert a déjà été approché par exemple par les Diables Rouges. Ah, ok, d'accord. La Belgique s'amuse. Ouais, ça peut piquer. Mais il avait refusé. Mais Jonas Martin avait pas fait un bon match. Moi, j'ai bien aimé aussi le match de Martin Terrier, Gaëtan Laborde un peu plus mais surtout, en fait, c'est Leicester. Ils avaient Harvey Barnes. Il a mis la misère à Marie Traoré, qui a dû lui courir après pendant quasiment 70 minutes, puisqu'il est sorti vers, je crois, la 70e ou 77e. Et surtout, tu as Mark Albrighton qui est vétéran, qui a 33 ans, qui a presque 300 matchs avec Leicester, qui est pas le plus fin techniquement, mais il sait jouer sur ses qualités. Comme beaucoup de joueurs de première ligue, en fait. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il est plutôt, il sait quand même percuter. Par contre, il sait très bien combiner avec les joueurs. Et d'ailleurs, la cachou qu'il met. Ouais, la frappe. Et c'est lui aussi qui met la passe décisive pour Iheanacho. Donc non, c'est là où en fait presque l'expérience, parce que mine de rien, Leicester avait commencé à avoir une certaine expérience de la Coupe d'Europe. Face à Rennes où c'est dommage aussi, ça joue à rien parce que le deuxième but il arrive vraiment à la toute fin. Aguerd, d'ailleurs, très bon joueur, j'ai beaucoup aimé. Il intervient devant Iheanacho et malheureusement il veut refaire la passe vers un autre joueur rennais et c'est Madison qui la récupère et ça fait Madison, Albrighton et
Iheanacho, du coup. Et finalement, avec cette page européenne, il y a peut-être à l'issue de ces huitièmes de finale, puis il n'y a plus qu'à avoir que 2 clubs français. En tout cas, c'est parti pour en Europa League et en Conference League, ce sera les 2 Olympiques. Ça va être la fin, d'une surprise. La fin de la France. Ouais, le niveau du coefficient. Au niveau du coefficient. Ça va, si t'as en Conference League et en Europa League. Ouais, après, c'est pas dit qu'il passe après l'écart, on sait pas. Mais on verra tout. Très vite, on va passer au match à voir. Du coup, c'est pas du week-end, mais de la semaine prochaine, Ligue des Champions. C'est parti. Les matchs à voir la semaine prochaine en Ligue des Champions et la fin des huitièmes de finale. Donc du coup les matchs du mardi, il y aura tout d'abord Manchester United contre l'Atlético Madrid avec un match aller où l'Atlético aurait pu lui faire très mal United mais était timide comme tout le temps, l'impression avec Simeone. Là retour à Old Trafford. Du coup avec un Cristiano Ronaldo qui est encore blessé, qui est incertain sans Cristiano Ronaldo, il n'y a quasiment aucune chance pour après j'espère juste que ça va pas être le Manchester United qu'on a vu lors du derby contre West City, parce qu'en fait c'est ça, c'est que c'était tellement apathique. Encore une disaster class de Maguire et bien aidé aussi par Lindelof. Surtout que l'Atlético revient bien en ce moment en plus, notamment en Liga avec un Joao Félix qui arrête pas de planter. Mais il a mis un triplé. Il a mis un doublé. Non, contre le Betis. Betis, doublé de Joao Félix. Donc là, l'Atlético qui est sur une bien meilleure pente que United. Atlético favori pour ce match. Toujours, hein, normalement, ils auraient dû déjà. Enfin, on l'a dit, ils auraient dû déjà plier le game. Oui, effectivement, maintenant, quand tu vois la défense de Manchester United, tu te dis que c'est pas l'assurance tout risque, peu importe si les titulaires sont là. Quand je parle de titulaires, je pense à Raphaël Varane, qui est plus là depuis 3 ans et demi, mais bon, ça c'est autre chose. L'animation offensive, elle est toujours aussi brouillonne, même si ça joue peut-être un chouïa mieux sans Ronaldo, paradoxalement non, mais... Et Sancho est un peu moins dedans. Ouais. C'est un des joueurs les plus remuants, tiens. Et c'est son club formateur. Concrètement, si le Manchester United se sort du piège Atlético, ça sera soit parce que ils seront allés au bout du bout jusqu'au tir au but, soit par un petit exploit individuel. Mais c'est ce qui s'est passé au match aller avec Anthony Elanga. Je les vois mal collectivement, compte tenu de ce qu'ils font depuis le début de saison. Malgré le licenciement de Ole Gunnar Solskjaer et l'arrivée de Rangnick, je les vois mal. Je les vois mal briller collectivement. L'Atlético qui passe au penalty pour vraiment pour le cholismo. Cholismo le vraiment. Atlético PSV, je sais plus quelle année. 2016. Je l'ai regardé 2 matchs. Je vais te dire, celui-là, je l'ai. Du coup, Atlético qui passe. Atlético qui passe sur un 1-0. Ouais. Sur un 1-0, un but de Joao Félix pour sa forme récente. Ensuite, Ajax Benfica. On disait que l'Ajax était quand même grand favori de ce match. Match aller de partout au stade de la Luz à Benfica. Est-ce que Benfica peut créer la surprise? J'espère voir passer l'Ajax quand même. Parce que je joue un coup de cœur pour l'Ajax. Même si j'aime même Benfica, mais... Pour avoir vu le match, c'était intéressant, même du côté Benfica. Oui, mais Benfica a plus subi. Plus subi l'Ajax, et sans profiter un petit peu des tours du gardien de l'Ajax, sans la boulette de Passe-Vert. Mais Passe-Vert, alors je sais pas s'il est blessé parce qu'ils ont recruté le gardien polonais Titon, parce que sinon c'est Przemysław, mais je suis pas polonais donc je pense que j'ai dû écorcher son nom malheureusement. Que t'as même Stekelenburg qui est blessé. Je sais pas si Onana sera titulaire parce que comme il est déjà en fin de contrat, et qu'il a déjà signé avec l'Inter, je crois que Ten Hag n'ose pas trop le faire jouer, le faire jouer, même s'il a déjà joué des matchs de coupe et de championnat. Donc l'Ajax qui passe. Ajax. Doublé de Sébastien Haller. Ajax, doublé Sébastien Haller. Les matchs mercredi, Lille-Chelsea. Chelsea, dont la facture d'avion est trop chère. Oui. Et 3-0 pour 3-0 en fait, c'est terminé. Et ensuite Lille qui élimine le Real Madrid. Grand Jocelyn Gourvenay qui vient au secours du football français. Magnifique. Mais du coup, Chelsea qui devrait, à moins que s'ils arrivent à Lille. S'ils arrivent à bon port. Bon, au pire, ils vont à la nage, c'est pas traverser la Manche. Oui. Il y a le tunnel sous la Manche. Il y a le tunnel sous la Manche, au pire, ils vont à pied. Bon, Chelsea qui devrait. Mais je vois bien quand même un match nul de Lille. Soit un match nul. Parce qu'il faut voir si l'activité autour, qui concerne directement le club, touche les joueurs. Faut voir. C'est pas pour le moment, Kai Havertz continue à planter. Donc Chelsea qui se qualifie a priori. On va voir que Lille, au niveau de ce qui se passe au-dessus du club, avec les dettes, les fonds d'investissement, etc. Bon.
Mais bon. Grande Gérard Lopez. Grande Gérard Lopez. Et le dernier match de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, Juventus-Villarreal avec lui aussi un partout à l'aller. Là, match très compliqué à voir parce que aussi pour la Juve, t'as Weston McKennie qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Oui. Si je dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. Donc là, pour le milieu de terrain de la Juve, c'est Adrien compliqué. Rabiot. Adrien Rabiot qui est là. Qui est là. in jusqu'à la fin de la saison. Ah, tu dis pas de bêtises non plus. On n'est pas à l'abri d'un tag de Bonucci. Villarreal-Juve, là aussi un match aller où la Villarreal a largement dominé quasiment le Juventus qui s'en est juste remis à Vlahovic au bout de 20 secondes. Mais bon, c'est la dernière frappe de Vlahovic depuis 90 minutes, je crois. Enfin, depuis Donc 180 minutes. là, à moins de miracle Vlahovic, Villarreal favori, ça va être compliqué pour le Juve. Villarreal, si Unai Emery met ses meilleurs éléments, contrairement à ce qu'il avait fait au match aller. Match aller avec des absents aussi, t'as Gérard Moreno. Oui, mais il a mis. Alors, j'oublie Gérard à chaque fois le nom du joueur qu'il met sur le banc, mais qui fait rentrer dans la dernière minute. Je suis Védé. Et Non, qui il est change tout. titulaire, Chukwueze. Moi, Je oublié. Quoi, le Kessler? Non. En tribune. Et Alberto Moreno s'est fait les croisés. C'est fait les croisés, oui. Oui. Mais après, il joue arrière gauche, milieu gauche, c'était pas. Non, il n'est pas tout le temps titulaire, mais il fait le taf. C'est peut-être Pedraza. C'est peut-être lui, je pense. Peut-être. Mais non, Jérémy Pino, pardon. Oui. Jérémy Pino, grand espoir du football espagnol, très très bon joueur. Oui, voilà. Jérémy Pino, D'accord, ok, pardon. J'ai oublié Jérémy Pino, mais Jérémy Pino qui est un excellent joueur et qui a un potentiel de fou furieux pour le Villarreal et pour le Villarreal. Pour Villarreal, jusqu'à la fin de la saison, on espère qu'il va jouer un peu plus. Et donc, du coup, Juve Villarreal. Allez. Parce que c'est Unai Emery. Villarreal. Moi, c'est pas. Parce que c'est la Juve Villarreal. Parce que c'est la Juve. Parce que c'est Unai Emery, Juventus. Mais j'ai peur. Parce que Juventus, il a des stats terribles dans la Ligue des Champions Unai Emery. Je crois qu'il n'est jamais passé en. Plus que l'écart, je pense. Mais j'ai peur malheureusement que. Mais ça serait beau qu'il fasse un beau parcours. Ouais, avec Villarreal, surtout, il fait un très bon travail. J'ai peur que l'histoire me fasse mal et qu'on va se retrouver avec les deux. Juste Vlahovic qui remarque au bout de 20 secondes et puis 1-0 terminé. Mais avec les deux connards de la Super League en quart de finale, ça va me tuer. Avec Real, Juventus, ah oui, tiens, par contre, je bute pour avoir un Juve Real et comme ça, t'as vu qu'on aurait peut-être dû faire la Super League. Non. Un Bayern Juventus et un Real Ajax. Voilà, ça serait beau que là, ce serait beau. Bayern qui sortent la Juve et le Real. Donc terminé pour ces matchs à voir pour la semaine prochaine. On va terminer très rapidement par le quiz. C'est parti. C'est parti pour le quiz. Alors un quiz assez particulier. Je crois. Pronostic. Pour toi, c'est quoi le quiz? Attends, tu veux faire le pronostic d'abord? Genre dire quel Non, je sais que c'est des questions. Je crois que ce sont des joueurs qui sont passés par le PSG et le Real. Pas du tout. Ah. Aucunement. Ça va être des questions sur les déconvenus du PSG en Ligue des Champions ces dernières années. Une question par match. Le premier, le plus rapide qui donne la bonne réponse. Il y a tellement de joueurs. On commence en 2013. On remonte en 2013. Quel joueur du Barça élimine le PSG en égalisant au match retour? Pedro. Pedro, 1-0 pour Dridi. Deuxième question. On passe en 2014 du coup. Dembaba. C'est Dembaba qui marque ce fameux but pour Chelsea en 2014. Mais ils l'ont donné, ils ont gagné 2-0 ce match. Qui a marqué le premier but pour Chelsea? Charles. Sur le 2-0 pour Dridi. Aïe 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 aïe. Ah ouais, enfin à côté, tu veux me poser des questions sur l'AC Milan? Non, mais j'en ai marre, tu gagnes tous les quiz. Troisième question. Quel joueur a marqué le seul but du PSG sur la double confrontation contre le Barça en 2015? Le seul but du PSG? Van der Wiel. Non. C'est lui. Non. En 2015? En 2015. Ah, mais si, je sais c'est qui. Bah, attends, j'ai le droit de. Non, d'abord, propose un joueur. C'était en 2015? Le seul but du PSG en 2015? Draxler? En match à élimination directe. Et sur les deux matchs, il y a eu qu'un but du PSG. Alors, c'est Jérémy Mathieu. C'est Jérémy Mathieu contre son camp. Mais c'est une frappe de Van der Wiel. Bien joué, donc ça fait le 4-0 à 3, pardon. 3. Prochaine question. Quels étaient les joueurs français présents du côté de Manchester City lors du match retour face au PSG en 2016? Il y en a 3, je veux les 3. D'abord Aurélien parce qu'il est... Attends, mais il doit citer les 3 là? Les 3. S'il n'a pas les 3, c'est à toi. Ah d'accord. En 2016? 2016. Côté City, match retour, il y a 3 Français. Côté City, 3 Oui. retours. Il y a 3 Français. 5. Attends, Benjamin Mendy? Pas du tout. Non. En 2016. Alors, Gaël Clichy. Oui. Bakary Sagna. Oui, il y en a un troisième. Il y a un troisième français? Ouais. Titulaire. Incroyable que le PSG n'ait pas marqué avec lui en défense. Mangala. Et Yakim Mangala. 4-0, Yakim Mangala, ça, Bakary Sagna et Gaël Clichy. Prochaine question, on passe à la remontada 2017. Lors de la remontada, donc Et Tekin.
Là, on va laisser Aurélien répondre en premier quand même. À part Neymar et Messi, quel autre joueur côté catalan en 2017 sera amené à rejoindre le PSG 3 ans plus tard et qui était titulaire au coup d'envoi? Attends, À part Messi et Neymar, il y en a un troisième joueur qui est passé au PSG en 2020. Putain. Ah bah Daniel Alves. non, Pas du tout. Non. Rafinha. Rafinha. Ah oui, Rafinha. Eh oui, Rafinha, parce que la dernière c'était à la Juve, il me semble, en 2017. Donc bon, là, c'est une pâtée. 2018 maintenant, face au Real Madrid, au match retour, quel milieu de terrain français remplace Kylian Mbappé en fin de match? Milieu de terrain français? Oui. Nkunku. Non. Un milieu de terrain Milieu français? de terrain français. En quelle année? International français. 2018. International français au milieu de terrain. Qui remplace Kylian Mbappé en fin de match. Milieu de terrain français, c'est bien les trois, hein, c'est pas l'évier. Non, c'est un milieu de terrain. Milieu de Ah. terrain français international. Ah, français. Lasdiara. Lasdiara. Avant-dernière question, quel était le troisième joueur présent aux côtés de Romelu Lukaku et Marcus Rashford au sein de l'attaque mancunienne lors du fameux match retour au Parc des Princes en 2019? Oh putain, en plus, je suis sûr de le connaître. Pas banal. Il joue encore, il est non? Tai Chong. Non, il rentre en jeu. Il ne joue pas. Je crois qu'il remplace en plus ce joueur-là, un joueur brésilien, ailier, passé par la Lazio, il me semble, passé par Valence. Ah. Oh là là. Ah, mais si, je l'ai, mais je l'ai plus. Ouais, pareil. Andreas Pereira. Pereira. Et dernier joueur, quelle équipe? Bon alors là, une chance sur deux, donne une chance à Aurélien quand même. Bon, enfin, j'avoue que je vais pas ronchonner, mais là, t'as fait vraiment un quiz. Bah oui, mais après, monsieur, c'était dans le monsieur, thème, c'était ouais, dans enfin, l'actualité. quand t'es spécialiste du PSG, forcément. Ouais, la prochaine, on fera un quiz spécial Milan. Oh non. Spoiler, non. Non, Alors, mais, quelle équipe a eu plus eu la possession mercredi entre le Real et le PSG? C'est pas trop une meilleure question pour le match. Allez, le PSG. Bien joué, Merci. Sauve l'honneur. C'est Drizzy qui gagne ce quiz. Voilà, le PSG a été éliminé, mais au moins tu remportes c'est la le quiz. remontada. J'avoue, c'est 6-1, c'est comme la remontada. Ah, mais franchement. Non, franchement, je vais rien dire, mais t'as fait un quiz pour Drizzy. Je suis désolé. Je me suis dit qu'un quiz dans l'actualité, c'est cool. C'était mec, original. 2013, t'appelles ça une actualité? Et les déconvenus du PSG en Ligue des Champions, c'est dans l'actualité, je suis désolé, monsieur. Voilà, arrêtez de respecter, vous avez perdu, c'est pas grave. C'est pas grave, pour moi je trouve les joueurs. Enfin, pour moi je connais l'historique des joueurs. Ouais, c'est bien joué à vous, monsieur. Putain, Ah, il a le seum, c'est pas grave. non, franchement, je vais même pas le considérer comme une défaite. Pour moi, c'est comme si t'avais fait un monologue avec Drizzy. C'est un très beau monologue. Après monologue. Donc c'est Drizzy qui remporte ce quiz. Merci à vous de m'avoir accompagné de cette émission. Merci à Agathe en régie de nous avoir réalisé. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission dans Première Attention. Bonne semaine à tous. Second poteau Pavard.